Alors, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que le photovoltaïque, c'est l'une des solutions les moins coûteuses et les plus efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Bienvenue dans Éco-Conso et vous, le podcast qui met des idées vertes dans vos oreilles et dans votre quotidien. Cette saison, on fait la lumière sur des affaires ambiguës. Chaque mois, on se penche sur un objet qui se dit écolo. Ce mois-ci, zoom sur le panneau photovoltaïque. Alors, écolo ou pas ? Entre bonnes intentions et greenwashing, se pourrait-il qu'il cache bien son jeu ? Me raconte pas de salade, objet numéro 4, c'est parti pour l'enquête. Ah, inspectrice, vous êtes de retour de vacances ? Eh oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Mais ce soleil, qu'est-ce que ça fait du bien au moral ? Ah, c'est sûr qu'une cure de vitamine D, ça fait du bien. Et vous, comment ça avance d'ailleurs vos travaux de rénovation ? Vous allez installer des panneaux solaires finalement ? Eh ben justement, on en parlait encore hier avec mon compagnon. J'ai du mal à le convaincre. Il se demande si c'est vraiment rentable à long terme. Il dit aussi que c'est produit en Chine, avec plein de métaux, que ça peut pas être si écolo que ça. Ce Ronald, toujours aussi prudent et difficile à convaincre. Hein. Mais je le comprends, j'aurais aussi envie d'avoir plus de preuves avant d'investir. Et votre contact conseiller en énergie pourrait pas vous aider à peser le pour et le contre ? C'est une bonne idée, ça. Je lui ai justement promis de lui offrir un café. Il m'avait bien éclairé au sujet de la voiture électrique l'autre jour. Allez, je file le voir pour mener ma petite enquête. Et je vous laisse ouvrir un dossier sur ce cas. Bonjour Jonas. En tant que conseiller énergie chez Éco-Conso, j'imagine que vous devez avoir une bonne vue sur les avantages et inconvénients des panneaux solaires. Tout à fait. Mon compagnon pense que c'est une fausse bonne idée. Pourtant, les panneaux solaires, c'est rentable, non ? Oui, pour les particuliers, le photovoltaïque est la manière la plus efficace de produire de l'électricité verte. En plus, le coût d'installation a baissé de manière spectaculaire ces dernières années. Donc je fonce. Oui, mais attention, l'électricité, c'est seulement 15 à 30% de la consommation des énergies dans un logement. Le premier poste reste le chauffage, et donc l'isolation est vraiment prioritaire. Maintenant, si votre logement est bien isolé, que la toiture est bien orientée, ça peut être un excellent investissement. C'est surtout un atout qui allie écologie et économie. Ah, parlons-en. Ça coûte combien ? Alors, une installation coûte autour de 2000 € par kilowatt crête. Kilowatt quoi ? Le kilowatt crête, c'est la puissance d'une installation dans des conditions standards. Dans la réalité, les panneaux ne produisent pas toujours à pleine puissance. Si le ciel est couvert, ils vont produire une puissance plus petite. Et donc, concrètement, si on regarde la consommation d'une famille moyenne en Belgique, on est à peu près à 3500 kWh par an. Et donc, on aura besoin d'une puissance de panneau de 4 kW crête pour produire cette quantité d'électricité. Et donc, pour une installation de 4 kW crête, on va avoir un coût entre 8 et 10 000 €. Donc, c'est vraiment un investissement considérable, d'autant plus qu'il n'y a plus ni prime, ni certificat vert pour les nouvelles installations. Heureusement, on va économiser sur la facture d'électricité, puisque le fournisseur ne va facturer que le surplus de kilowattheures consommés par rapport à ce qu'on a produit. Je vous avoue que je suis un peu perdue. C'est rentable ou pas ? Ah oui, c'est rentable. Une installation est amortie en 7-8 ans, parce que même si on tient compte du tarif prosumer, donc on va payer 400 € par an à peu près pour ce qu'on va prélever sur le réseau, eh bien, on va économiser environ 1000 € par an sur sa facture d'électricité. Ça dépend aussi de l'orientation, non ? On privilégie une orientation sud, j'imagine. Oui, c'est l'idéal, sud, sud-ouest, avec une pente de toit de 30 à 35 degrés. Et même si on a un toit plat, on peut mettre des panneaux parce qu'à ce moment-là, on met un support qui va leur donner une inclinaison idéale. Ceci dit, ça reste un sacré investissement. Il faut avoir la somme quand même pour se lancer. J'ai vu des pubs où on propose d'installer les panneaux gratuitement. C'est une arnaque ? Ah oui, il faut se méfier des tiers investisseurs qui proposent des solutions de location. En Wallonie, ça n'a aucun intérêt. Le mieux est de financer son installation soi-même, éventuellement via un prêt vert. Dites gratuit, c'est tentant quand même, hein ? C'est vrai, mais il faut bien se dire que les installateurs gagnent de l'argent dans ce cas-là en vous mettant un tarif de location qui peut être assez élevé. Et au total, vous allez payer 2 fois plus cher via cette formule-là que si vous financez vous-même l'installation. Quand même. Voilà. À Bruxelles, c'est différent parce que là, les nouvelles installations reçoivent encore des certificats verts. Et donc, le tiers investisseur, l'entreprise qui installe les panneaux gratuitement, ils vont se rémunérer en récupérant les certificats verts. Et donc là, c'est une solution qui peut être acceptable.
Ok, ça c'est pour la question financière, et j'ai bien compris qu'on y gagne. Mais côté environnement, est-ce que le bilan est aussi positif? Alors, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que le photovoltaïque, c'est l'une des solutions les moins coûteuses et les plus efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Cela étant dit, fabriquer des panneaux solaires, évidemment, demande de l'énergie. Pour 1 kW crête, on va être à peu près à 2500 kWh. En Belgique, un panneau permet de produire entre 850 et 1150 kWh par an. Ça veut dire concrètement qu'après 2 à 3 ans, le système va produire plus d'énergie que ce qu'il a fallu pour le fabriquer. Au niveau des émissions de gaz à effet de serre, eh bien, on compte 30 à 60 grammes de CO2 par kilowattheure produit pour du photovoltaïque, alors que pour une centrale à gaz, on est à 400 grammes. Et pour le charbon, on est à 1000 grammes. Donc là, on est vraiment à des économies énormes de CO2. Alors ça c'est du côté énergie et climat, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un souci au niveau des matières, en particulier les métaux? En fait, c'est fait avec quoi un panneau photovoltaïque? Alors 95% des panneaux photovoltaïques utilisent du silicium. C'est la matière qui va permettre de convertir le rayonnement solaire en électricité. Sur un panneau qui pèse à peu près 20 kg, on aura 500 grammes à 1 kg de silicium. Donc, un panneau contient surtout beaucoup de verre, 13 à 15 kg sur un panneau de 20 kg. De l'aluminium, là ce sera 2 à 2,5 kg, et du cuivre, 2 à 300 grammes. Ah, mais ça, ce ne sont pas des métaux critiques, justement? Alors, le silicium provient de la silice. C'est un matériau très abondant dans la croûte terrestre. On la trouve dans le sable, dans le quartz. Mais elle est critique parce que, en fait, on est très dépendant de la Chine pour la fabrication des cellules. D'autre part, l'augmentation des panneaux photovoltaïques va provoquer une utilisation très élevée d'aluminium, puisqu'on l'utilise également pour fixer les panneaux. Et donc, quelque part, on devra économiser cet aluminium dans d'autres secteurs pour en avoir suffisamment pour le photovoltaïque. En ce qui concerne le cuivre, on voit aussi qu'il y a une consommation qui est assez importante. On parle de 3 kg pour une installation, 4 kW crête. Mais si on compare avec une voiture, par exemple, même une thermique, là, on va être à 20 kg de cuivre. Dans une voiture électrique, on peut monter à 160 kg de cuivre. Donc, ça reste quand même mesuré. Moi, il me semblait qu'il y avait des terres rares dans les panneaux solaires. Non, il n'y a pas de terres rares dans les photovoltaïques. À côté des panneaux qui utilisent du silicium, il y a une petite partie des technologies qui utilisent des couches minces, avec des métaux comme l'indium, le gallium, le sélénium. Mais ces métaux sont critiques, mais ce ne sont pas des terres rares. Donc on évite plutôt cette technologie des couches minces. Pour les particuliers, en fait, c'est très peu utilisé. Ce sont des techniques qui sont plus utilisées au niveau industriel parce qu'elles coûtent très peu cher. Maintenant, elles produisent moins et donc c'est pas tellement un choix qui s'offre aux particuliers. Concrètement, ça fait quelle taille un panneau? Alors, on est à peu près sur une dimension de 1 mètre x 1 mètre 70 avec des variantes, mais donc ça fait une surface d'à peu près 1,75 mètres carrés. Et avec une surface comme celle-là, quelle quantité d'énergie est-ce qu'on produit? Alors, suivant le type de panneau, on a des puissances de 300 à 400 watts crête. Et en Belgique, ça permet de produire 300 à 400 kWh par an. Ok. Et donc, combien de panneaux est-ce qu'on doit mettre pour couvrir la consommation d'un foyer? Alors là, ça dépend de la consommation. Si on considère une consommation moyenne de 3500 kWh par an et par ménage, on est sur une installation de 9 à 10 panneaux. Maintenant, si on consomme 2000 kWh par an, là, on sera plutôt à 4-5 panneaux. Si on a une consommation de 5000 kWh par an, là, il faudra mettre entre 13 et 17 panneaux. Donc, on va ajuster l'installation de la taille d'installation avec sa consommation. Et à part les panneaux, est-ce qu'il y a d'autres éléments importants dans une installation photovoltaïque? Il y a un élément important parce que les panneaux produisent de l'électricité en courant continu et il faut un onduleur pour convertir le courant continu en courant alternatif. Donc oui, évidemment, il y a des fixations pour maintenir les panneaux, les câbles électriques pour conduire l'électricité. Tout ça fait partie de l'installation. J'imagine que la fabrication des panneaux n'est pas trop locale? Non, la majorité de la production se fait en Chine et ça, c'est un vrai problème. Au niveau mondial, 60% de l'électricité utilisée pour la fabrication du photovoltaïque provient du charbon. Ah oui, quand même. Oui, et c'est aussi problématique parce que la production en Chine implique souvent le travail forcé des Ouïghours. Dites, il n'y a pas d'alternative en Europe? Si, justement, la filière est en train de se redévelopper en Europe avec une stratégie européenne solaire et on peut trouver des guides d'achat qui donnent la provenance des panneaux sur des critères à la fois géographiques de CO2, mais aussi avec des critères éthiques. J'ai une autre question. Est-ce qu'il est possible d'être autonome en énergie grâce aux panneaux solaires? Alors si on se rappelle que le chauffage représente 3/4 de la consommation d'énergie du logement, si on se chauffe au mazout, au gaz ou au propane,
on se rend bien compte que l'autonomie, elle est absolument pas là, c'est du fossile qu'on importe. En ce qui concerne l'électricité, on peut tout à fait couvrir sa consommation annuelle avec du photovoltaïque, mais on va pas parler d'autonomie. Parce qu'en fait, on aura besoin du réseau, étant donné que les panneaux ne produisent pas toute la journée. Il y a certains moments où on va produire trop et donc on va injecter le surplus sur le réseau. Et inversement, il y a d'autres fois où on va pas produire du tout. Typiquement la nuit, à ce moment-là, on va prélever sur le réseau. Et si on utilise des batteries? Les batteries permettent effectivement de stocker l'électricité qu'on produit et de la réutiliser à un autre moment. Mais le gros problème, c'est qu'elle coûte très cher. Pour un stockage de 10 kWh, qui est un peu la consommation quotidienne moyenne, on est déjà à plus de 6 000 €. Et surtout, ces batteries nécessitent des métaux pour leur fabrication, et donc elles vont alourdir à la fois le bilan financier, mais aussi écologique du photovoltaïque. Donc avant de s'équiper, il faut vraiment bien réfléchir. Est-ce qu'il y a des moments où les batteries sont intéressantes? En tout cas, tant que le principe de compensation existe, comme c'est le cas en Wallonie pour les installations qui sont mises en service avant 2024, il n'y a aucun intérêt. La compensation, c'est-à-dire? Alors ça signifie que pour la facturation, on va déduire l'électricité injectée sur le réseau de l'électricité qu'on prélève sur le réseau. Par exemple, si j'injecte 2000 kWh par an sur le réseau et que j'en prélève 2500, eh bien, je ne vais payer que la différence, c'est-à-dire 500 kWh au fournisseur. Par contre, je vais payer des frais réseau sur les 2500 kWh prélevés, et ça, c'est le tarif prosumer. Et c'est différent à Bruxelles et en Flandre? Oui, la grosse différence, c'est qu'il n'y a pas la compensation, et donc là, on va revendre l'électricité qu'on injecte sur le réseau à un prix qui est vraiment très faible, beaucoup plus faible que le prix de vente, et donc là, on aura d'autant plus intérêt à autoconsommer. Et en Wallonie, on aura ce même mécanisme à partir de 2024. Mais il faut bien se dire que les batteries, même dans ces cas-là, ce sera pas toujours la meilleure solution, et donc chaque situation est particulière, on doit vraiment étudier globalement la question. Du coup, qu'est-ce que vous conseillez? L'idéal, c'est d'augmenter son autoconsommation. Et comment est-ce qu'on fait ça? Alors, on consomme l'électricité au moment où les panneaux produisent, c'est-à-dire en pleine journée. Ah, mais justement, moi je fais tourner mes lessives la nuit pour profiter du tarif bi-horaire. Oui, c'est logique, mais avec le photovoltaïque, on va faire l'inverse. On va programmer les appareils pour qu'ils fonctionnent en pleine journée. Il y a aussi des systèmes intelligents qui permettent, par exemple, de régler l'énergie utilisée par un chauffe-eau en fonction de l'utilisation de l'électricité par les autres appareils. Et ça, c'est beaucoup plus rentable que des batteries. En Wallonie, depuis peu, on peut également utiliser l'autoconsommation collective. À ce moment-là, on va partager l'électricité produite par des panneaux entre plusieurs occupants d'un même immeuble. On a aussi des communautés d'énergie qui permettent, par exemple, de partager la production de panneaux sur une école avec des consommateurs dans le voisinage. Intéressant, ça, c'est une piste à creuser. Est-ce que vous avez un dernier conseil? Oui, il faut vraiment économiser l'énergie, c'est la base. On pourrait se dire que si on produit l'électricité avec du photovoltaïque, c'est pas nécessaire d'économiser, mais même si les panneaux photovoltaïques sont une bonne façon de produire l'électricité, ils nécessitent des ressources pour être fabriqués. Donc on peut se dire que moins de consommation, c'est moins de panneaux à produire, moins d'impact, et donc c'est aussi moins cher. Merci pour toutes ces infos, Jonas. Avec plaisir. Allez, hop, je remets mes lunettes de soleil, et c'est parti, je rentre au bureau. Alors chef, ça dit quoi? Eh bien, ce coup-ci, le message est très clair. Les panneaux photovoltaïques, c'est vraiment l'avenir. Ah, bonne nouvelle! Et vous allez en installer chez vous alors? Faut d'abord quand même que je vérifie l'orientation et l'inclinaison de mon toit. Tu savais qu'en plus d'être orienté sud-sud-est, c'est mieux si le toit a une pente de 30 à 35 degrés? Ah non, mais en soi, ça paraît logique. Et au niveau de la fabrication des panneaux, il en disait quoi, Jonas? Contrairement à ce que je pensais, il n'y a pas de terres rares dans les panneaux photovoltaïques. On retrouve quelques métaux critiques, mais les panneaux mobilisent surtout du silicium et du verre. Bon, par contre, comme on le craignait, la production des panneaux se fait souvent en Chine, et ça, c'est vraiment pas le top. Heureusement, il y a des alternatives qui sont en train de se développer. En fait, quand on met en balance le coût écologique de la fabrication avec les bénéfices, on se rend compte que c'est une utilisation vraiment intelligente des ressources. Et ça permet de diminuer le fossile. Et d'un point de vue financier, on s'y retrouve? C'est sûr que c'est un investissement au départ, mais on le récupère en seulement 7 ou 8 ans. Après, c'est que du bonus, hein. Même si bon, bien sûr, ça doit pas nous empêcher de garder des bons réflexes niveau économie d'énergie. Alors, on le considère comme non coupable, le panneau? Cette fois, c'est flagrant. Il est non coupable. Parfait, je clôture le dossier.
Eh bien, je me réjouis de rapporter tous ces arguments à Ronald. Remettez-lui le bonjour de ma part. Le panneau photovoltaïque est encore un bon exemple pour appliquer la méthode éco. E, comme étudier ses besoins. C, comme choisir la version la plus durable du produit. Et O, comme optimiser son utilisation. Premièrement, E, comme étudier ses besoins. On doit connaître sa consommation d'électricité et ses besoins futurs pour bien dimensionner son installation. Et on vérifie s'il n'y a pas d'autres travaux prioritaires dans son logement. Deuxièmement, C comme choisir la version la plus durable du produit. On se renseigne et on préfère des panneaux solaires fabriqués en Europe. Enfin, O comme optimiser son utilisation. L'idéal, c'est de consommer sa production en direct. Pour cela, on programme au maximum ses gros électroménagers pour qu'ils tournent entre 10 et 16 heures. On fait la même chose pour la charge de sa voiture électrique si on en a une. Pour augmenter son autoconsommation, plutôt qu'une batterie, on préfère un boiler intelligent. Il va utiliser uniquement la puissance non utilisée par les autres appareils pour chauffer l'eau. La méthode éco dans son intégralité ainsi que toutes les enquêtes de la campagne Ne raconte pas de salade sont disponibles sur le site ecoconso.be/salade. Suivez-nous aussi sur Facebook, Instagram et Twitter. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour mettre un nouvel objet sur le grill. D'ici là, on compte sur vous pour mettre du vert dans votre quotidien. Éco-conso et vous, un podcast qui met les objets écolos à l'interrogatoire pour vous aider à faire le bon choix. Vous avez apprécié cette enquête ? Abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et donnez-lui 5 étoiles sur Spotify. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie.